Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui avec Pierre Rosier. Pierre Rosier, bonjour. Bonjour. Ça va la pêche? C'est pas mal. La banane? Aujourd'hui, on va aborder avec Morgane Régnier aussi. Morgane, ça va la pêche? Salut. Avec Natacha Forel. Salut. Et avec Antoine Foin. Hello. On va aborder un thème incroyable qui est celui du... Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là ou il est pas là? Il est là ou il est pas là celui-là? Allez, tiens. Et Jérôme S de moitié. Mais je venais juste récupérer mon téléphone, moi Ouais. Oh là 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 là, mais il y a plein Oh là, il y a plein de monde qui arrive. plein de podcasteurs sauvages on qui a plein apparaissent. on a plein de Mais qu'est-ce que guests. c'est ce Je truc me planque sous la table. Alors, Frédéric Deneuve-Leroy est avec nous également. Fred, bonjour. Oui, bonsoir. Et Je lance Pierre- une Pokéball sur Invine. Fabien au fond de la pièce. Et qui vient secoue d'arriver la avec main. son thé, qui secoue la main en disant non, je n'en suis pas. Je ne suis pas ces La gens. Vivi de Rostrémière. Aujourd'hui, le thème du podcast est amené par Natacha. Natacha, tu voulais aborder le thème du meneur de jeu qui est caché, dont on ne voit jamais vraiment le nom, qui est tantôt maître du jeu. Oui, tantôt c'est ça. Je me compteur. disais en fait juste avant qu'on commence que si on devait écrire le titre, enfin, si je vais réécrire le titre, il faudrait mettre des guillemets autour de MJ, Natacha. parce que c'est pas les jeux sans MJ où on cache le MJ, voilà. C'est les jeux où on cache le mot, enfin l'expression Le mot MJ. Mais en fait, c'est aussi un peu plus large que ça. C'est-à-dire que je pensais à tous les jeux qui utilisent volontairement un langage propre pour remplacer tous les termes génériques donc de maître de jeu, de joueur, parfois de dés aussi. Je me demande s'il n'y a pas des trucs où c'est un Ouais. peu... On va voir justement, on va faire un petit tour de table pour compter le nombre d'occurrences de meneurs de jeu différentes que chacun d'entre nous connaît. On va voir, c'est incalculable. Je pense qu'on va en faire un certain nombre. Antoine, est-ce que tu connais des occurrences de du nom Le Seigneur Le Seigneur de... Vademecum. Très bien. Natacha, à toi, à ton tour. Passez le micro. Le compteur de vampires. Très bien. Fred Deneuve, vas-y, fais-nous rêver. L'aiguilleur de sens, mais oui, j'en aurai un autre Ouais. après. Ok, très bien. Morgane, un MJ comme ça qui dit au hasard? Non, pas? T'en as pas un, Pierre? Le gardien dans Cthulhu. Le gardien d'un Toulouse. Le maître de cérémonie dit Fabien Invine dans Apocalypse World. Voilà. Il y a aussi un gardien dans un certain nombre de Cthulhu. jeux par Apocalypse. Ah, le gardien des mystères dans Innommable, dit Fabien. Alors sinon, il y a dans Hurlement, il y a le Veneur. Le Oui, c'est veneur. vrai, le veneur de Hurlement, bien joué, c'était- effectivement. Effectivement. L'adversaire dans Libreté. Libreté, voilà. Dans Jérôme. Macadabre, on l'appelle la comtesse, il me semble. La comtesse, ouais. On évoquait avec Jérôme tout à l'heure la divine rose trémière de Nobilis, qui est quand même une manière complètement what the fuck d'aborder. Le Pierre. maître du donjon, n'oublions pas la base. Le maître du donjon, c'est vrai. Effectivement, le MD. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, il y en a toutes les occurrences de meneurs de jeu. Il y a le meneur de jeu, le maître du jeu, Le MJ, le meugeux, le compteur, on l'a dit? Oui. Avec Vampire? Oui, Ouais. oui, oui. Le meugeux, ouais, bon, ça après, c'est des petites abréviations. Le MC, mais c'est aussi une abréviation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le compteur. alors, le gardien, c'est beaucoup plus utilisé. Si j'arrive un jour à publier le Rosaire écarlate, c'est l'abbesse, du coup. La baisse, du coup, Ouais. ouais. Alors, pourquoi, alors vous qui avez écrit ou participé à des jeux ou joué à beaucoup de jeux, pourquoi, à votre avis, par exemple, toi, Fred, j'ai envie de te passer la parole direct, pourquoi dans Hurlement, le maître du jeu s'appelle-t-il le veneur? Pourquoi? Sans spoil. Oh, ça va être compliqué sans spoil. Ok. Donc, ça fait Non, partie, non, en tout mais cas, c'est- je peux dire que ça fait partie des secrets du jeu. Non, on peut quand même dire qu'effectivement, le PNJ joué par le maître de jeu. Donc, Les MJPJ, ouais. donc il y a un personnage qui s'appelle le Veneur, mais le MJ s'appelle aussi Veneur, et quelque Ouais. part, du coup, il y a peut-être quelque chose. Comme dans Sens. Oui, ça va, on peut se douter qu'il y a peut-être Voilà. peut-être C'est intéressant comme exemple parce que ça recoupe aussi ce que tu disais par rapport à Sens Mhm. et par rapport au Seigneur de Vademecum. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est des meneurs de jeu, je pense aussi à l'éminence grise dans Agone, c'est des meneurs de jeu qui ont un rôle à jouer dans l'univers de l'histoire, en fait, dans l'univers du jeu qu'on est en train de faire. Ils ont un avatar en fait. Ils ont un avatar, voilà. C'est peut-être dans l'histoire ou dans l'univers. Je dis pas forcément dans le scénario, dans la campagne, mais au moins dans l'univers. Pierre, tu penses à autre chose? C'est un peu bateau, mais de dire que c'est que des noms qui évoquent une certaine forme de supériorité. Que ce soit en c'est termes vrai. de connaissances ou en termes de pouvoir. Ouais, donc Seigneur, autorité. gardien, Une sorte de t'as un peu l'idée de gardien des secrets, maître du donjon. le compteur, tu trouves que ça Bah, il y a évoque une autorité sur Bah, l'histoire. Le compteur, il a l'autorité sur l'histoire. Finalement, le compteur, c'est tout. quoi. Ouais, Il y a même en aspect, dans l'imaginaire, on a un peu celui qui est dans son fauteuil avec les gens qui écoutent autour
assis par terre ou sur des coussins. Ou, tu vois, il y a un aspect. Oui, et puis le conteur, c'est celui au coin du feu qui a la parole, qui a en quelque sorte le monopole de la parole aussi, finalement. D'accord, ouais. Donc, Ça recouperait quelques aspects quelques propriétés qu'on donnait aux meneurs de jeu à cette époque. Jérôme, tu voulais intervenir rapidement, puis ensuite Juste Morgane. à quand le MJ qui s'appelle Père Castor, quoi? Raconte-nous une histoire. Ouais. Ça doit exister. Hein. Là, je pense qu'on va trouver un auditeur qui va nous trouver un jeu. Non, mais c'est l'idée du compteur, c'est pour ça que je disais ça. Oui. Morgane. Du coup, moi, pour rebondir sur ce que disait Charles, oui, c'est une figure d'autorité, mais j'ai envie de dire, est-ce que le nom qu'on donne au MJ, c'est pas finalement, est-ce qu'il n'est pas l'incarnation de l'univers à lui tout seul au final? Alors le veneur, c'est pas le cas. Non, mais pas au sens diégétique, mais ce que je veux dire, c'est que, pas au sens de la fiction, mais ce que je veux dire, c'est quand on l'appelle le gardien des mystères, ça signifie qu'en réalité, il est en lui sont tous les mystères. Enfin, tu vois, le dépositaire, c'est le dépositaire. C'est un dépositaire, c'est un dépositaire, mais c'est un creuset aussi. Enfin, je veux dire, il est l'univers. C'est comme le exploré, quoi. C'est comme le conteur. Enfin, c'était surtout vis-à-vis du conteur de White Wolf notamment, mais vu que c'est l'art du conte, en fait, il est l'art du conte à lui tout seul. Il est l'incarnation de l'art du conte. Donc, il est le conteur avec un grand C, quoi. Ouais. Ça recoupe ce qu'on disait sur le jeu de rôle classique comme étant finalement le meneur comme étant un monde que les joueurs doivent explorer à travers leurs personnages. Natacha, alors le veneur effectivement est peut-être une exception parce que je pense pas, j'ai du mal à voir la figure d'autorité dedans. Je sais pas ce que. Pardon. Le veneur, contrairement aux autres, c'est celui qui fait advenir quand même. Non, alors c'est surtout le guide. Mais veneur, donc pour toi, c'est ok. Mais c'est pas au sens de chasseur? Alors voilà, oui, mais non, pas du tout. C'est le terme veneur, grand veneur, ça vient effectivement du Moyen-Âge et c'est effectivement la personne qui mène les. Je sais plus comment on appelait les chiens, mais qui mène la meute. Ouais. Mais dans Hurlement, pas du tout. C'est le veneur, c'est celui qui J'avais toujours entendu ça comme celui qui fait advenir, le veneur, tu vois. Celui par qui tout vient, en fait. Alors, sans doute. Il y a un peu de ça. Mais c'est surtout vraiment la première personne quand on commence à jouer à Hurlement, quand on est joueur à Hurlement, notre personnage joueur commence amnésique. Généralement commence nu, peut-être il peut commencer aussi sous forme animale, enfin autre que humaine en tout cas. Ouais. Et la première personne qu'il rencontre sera le veneur, qui normalement va lui faire très peur dans un premier temps, avant de l'apaiser et avant de l'inviter à venir à la caravane. Donc c'est effectivement celui qui va les faire advenir dans le sens où il invite à la caravane et il invite fais-moi jouer à Hurlement. Ça c'est un petit message de Moi aussi je veux. Donc voilà, mais principalement, au-delà de ça, le veneur, c'est quelqu'un qui va un peu s'effacer, mais qui est vraiment là en termes de guide. D'accord. C'est lui qui va guider la caravane, qui va guider les... je ne même plus les termes du jeu, c'est impressionnant, tellement ça fait longtemps. Les lycanthropes, parce que Pierre, du coup, puis Jérôme, puis Natacha. Pierre, d'abord, tu voulais... Non, Pierre, tu t'avais demandé la parole. Je dévie un peu, mais aussi on voit que dans leur nom, il y a cette connotation de pouvoir sur l'univers et il y a aussi ce qu'est l'univers. Quelle dimension leur univers représente, tu vois. C'est-à-dire c'est un élément de couleur en fait. Ouais, voilà. Alors, le maître, dans le maître du donjon, t'as idée, il contrôle le donjon. Le gardien, t'as idée, il garde les secrets. Du coup, t'as l'intuition que c'est intime. En fait, le nom qu'on leur donne est intimement lié à l'univers qu'ils représentent, tu vois. Si on prend la position de MJ. Le veneur, c'est un terme médiéval. Donc à partir ça introduit le Moyen-Âge. Voilà, ça sent le. Voilà. Donc c'est un mot qu'on met en avant aussi pour présenter une certaine partie. Oui, c'est ça. L'aversaire, c'est le jeu de mots avec l'averse, donc les sirènes de l'averse, etc. Le vocabulaire de la pluie, ainsi de suite. Ça introduit tout de suite un imaginaire en fait en lien avec l'univers du jeu. Le seigneur, par exemple, dans Vademecum, ça reste quand même un exemple assez flagrant. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Spoil là, tu vas spoiler. Attention, spoiler Vademecum, Morgane, je t'en prie. Dans la couleur très christique, souffrance, etc. de Vademecum, appeler le MJ le Seigneur, quand on sait que le Seigneur c'est le nom qu'on donne au Christ en fait. Dans l'Église catholique, c'est pas anodin. Donc ça pose effectivement l'idée de pouvoir, mais ça donne aussi une connotation catholique qui est à explorer peut-être. Très bien. Jérôme? Ouais, sur cette question d'autorité, etc. Il y a un autre mot qui est revenu, meneur et guide. Fred a répété à plusieurs reprises.
Meneur et guide. Alors, je sais pas, hein, nous, voilà, comment... parce qu'il y a des mots en allemand pour ce genre d'idée et je pense pas qu'ils l'utilisent. Fureur. Voilà, comme en Italie avec Duce, il me semble que c'est le même genre de délire. Et alors là, du coup, j'ai tapé sur Wikipédia pour voir vite fait. Apparemment, en allemand, on dit Spielreiter pour le maître de jeu. Fabien, tu Spielreiter, vois, ça se traduit comment? Spielreiter. Spiel, c'est le jeu. Oui. Spiel, c'est le jeu et writer, c'est écrivain. Faut que j'aille consulter mon propre consultant. Attendez, on n'entend rien. Donc Fabien nous dit qu'il doit aller consulter son experte, puisqu'il s'agit d'Alice. Alice, Spielwriter, tu traduirais comment? Spielwriter. Ah là, attention. Alors, Alice. Ah non, c'est. Attends, c'est quoi? Spielleiter. Ah, Leiter. C'est Spielleiter. Il y a deux L et là. Meneur de jeu. Meneur de C'est jeu. vraiment nous dit meneur Alice de jeu. en dehors de Spielleiter. D'accord, donc voilà, donc c'est pas. Spielreiter, ce serait le cavalier du jeu. C'est un truc un peu étrange. Et du coup, quelle nuance avec le Spielführer? Pardon. Ben, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Voilà. Non, en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que ça souligne l'autorité du meneur de jeu. On est quand même. Bah pour le coup, oui. Tu vois, moi, pour le coup, le Spielleiter, je me demandais s'il y avait une unité d'autorité. Et apparemment, oui. Donc, apparemment, c'est quand même quelque chose qui est transversal, même au travers des langues, quoi. D'accord. Donc évidemment, mais bien vu Pierre, ce sont des noms qui... Alors la divine rose trémière, bon, il y a l'aspect divin et puis les roses ont un rôle important dans Nobilis. Oui, et puis trémière, il y a tout un aspect, voilà, même sans savoir du tout de quoi il s'agit. C'est quand même très ronflant comme titre. Oui, c'est ça, c'est presque un titre du baron de Munchausen. Vincent serait là, mais enfin, on dirait quand même un grade de franc-maçon ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Deuxième élément que je voulais vous soumettre, c'est l'idée qu'en fait, le maître de jeu est quelque... Oui, Fabien, tu avais un truc à rajouter rapidement? On me signale aussi que leiten, en allemand, c'est plus une idée de accompagner. Ah oui. C'est guide de jeu. Comme donc. Voilà, c'est là si tu amènes quelqu'un quelque part, mais ce n'est pas l'idée de le tirer de contrôle que tu peux avoir dans un verbe comme führen. Oui, je vois bien. Ouais. C'est pas diriger, quoi. C'est guider. C'est pas tout à fait la même chose. Ou orienter, on pourrait dire. Ouais. Ok. Donc l'autre idée que ça veut dire que les jeux allemands sont moins dirigistes ou... Est-ce qu'il y a des jeux de rôle allemands au moins? Pardon. Non, désolé, non. On fera peut-être un podcast sur le jeu de rôle en Allemagne. D'accord, ok. Cool. C'est sympa, ouais, remarque. je veux bien. C'est un thème. En tout cas, on l'avait fait pour la Suisse déjà. Et on avait découvert des petites spécificités de comment en fait le jeu de rôle et le jeu de société en fait s'introduisent dans les foyers suisses, etc. C'est vachement intéressant. Et sur le jeu allemand, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y a notamment cette distinction entre l'Améritrash et le jeu à la demande, etc. Et la façon dont notamment la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle dans la couleur en fait des jeux allemands et tout. Donc il y a peut-être des choses à dire sur le sujet. En tout cas, ça a l'air intéressant. Donc, pour revenir à nos moutons, à nos meneurs de jeu cachés, maîtres du jeu caché, même du coup, on ne sait même pas comment l'appeler. Je pense qu'il y a aussi un aspect... qui s'appelle un berger maintenant. Ah bah ça serait possible. Hein. Ça, en tout cas, ça évoquerait là aussi... ça serait assez catholique, en fait. Ouais. Donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est le maître du jeu, j'ai la sensation que c'est une façon de parler qui est assez... général ou généraliste en fait, et que c'est un peu comme un échafaudage que l'auteur du jeu voudrait un peu cacher, quoi. Ce serait comme à la place de parler de jetons, de parler de galets, de billes noires. De billes noires. C'est un peu un habillage en fait d'un mot qui serait dérangeant. Enfin, je sais pas comment ça vous parle, cette espèce. L'idée qu'on essaierait de cacher, que maquiller un échafaudage qui, si on le... Morgane, non, ça te... Alors, en fait, peut-être. Du coup, j'ai envie de prendre le contre-pied de ce que tu dis. Parce que... Morgane. Quand, par exemple, on choisit d'utiliser tout un champ lexical quand on écrit un jeu, j'ai fait assez attention à ça dans Chrysopée, par exemple. Donc, du coup, je vais parler juste de ce point de vue-là. C'est aussi pour...
générer une musique, c'est-à-dire que à force de lire le livre, donc de page en page, de phrase en phrase, rentre une musique symbolique, des termes qui sont connotés et qui sont chargés. Et en fait, pour le coup, il s'agit pas de cacher, il s'agit de... Comment dire, c'est d'une échelle en fait. C'est introduire de la littérarité en fait. Oui, c'est ça. Alors déjà, c'est une forme de poésie. Enfin, pour peu que c'est ce qu'on vise, ça permet effectivement d'orienter même dans les petits détails. Ça évite quand on a envie que la lecture soit fluide, de couper, une description par un terme qui soit trop technique. Voilà. Et parce qu'en fait, en vrai, tout le monde sait de quoi on parle. C'est-à-dire que tu appelles ça un gardien ou tu appelles ça un MJ. En réalité, les gens ne sont pas dupes, ils voient à peu près de quel concept tu parles. Ouais. Et l'idée, c'est plutôt que de le voir comme comment dire, tu sais, comme les poteaux en bois qui tiennent les décors de théâtre, là, comme ça, derrière. Oui, c'est ça que j'ai un peu à l'idée. Oui, et ben en fait, vois ça plutôt comme une échelle. Chaque petit mot typé permet de penser au Tipeee. Merci Morgane. Bravo. Chaque petit mot typique en fait permet de mettre ton lecteur ou ton joueur s'il écoute, enfin peu importe, dans un certain état d'esprit, un peu comme une forme de mantra, c'est-à-dire qu'en fait tu ouvres son imaginaire. Je veux dire, pour moi, désolé, j'adore Hurlement, mais le veneur, c'est une idée de génie. Enfin, c'est une idée de génie. C'est-à-dire que c'est vraiment un mot qui veut tout dire. Il veut dire l'accompagnement, il veut dire le danger, il veut dire le mystère. On a immédiatement en tête un mec avec un grand chapeau. Oui, on a le chapeau tout de suite. Un peu comme l'ermite sur la carte de tarot. Enfin, je veux dire, il convoque avec lui tout l'imaginaire du Moyen-Âge d'un coup. En un seul mot, t'as fait... ça y est, enfin, je veux dire, t'as étalé toutes les tripes du bouquin sur le jeu, en fait. Enfin, toutes les tripes du jeu, pardon, sur la table. Et ces mots-là, ils servent à ça aussi. C'est des tremplins. Très intéressant. Moi, je défends l'idée que la littéralité est un tremplin. J'avais un peu le même truc sur l'éminence grise dans Agone aussi qui donnait cette impression. Ouais, et puis, Pierre, tu voulais ajouter quelque chose et Natacha aussi. Pour te répondre, du coup, est-ce qu'on pourrait parler de imprégner quelque part les gens autour de la table en utilisant ces mots et aussi de ritualiser un peu? Alors, Morgane, ouais. Natacha, oui, ça me permet de. Alors, je rebondis sur le terme de rituel parce que, en travaillant sur le Rosaire Écarlate, moi, ce que je recherche, c'est justement un jeu qui est très ritualisé. Il y a des récitations de prières, des choses comme ça qui font partie du quotidien des personnages et qui rythment à la fois leur quotidien dans le contenu fictionnel et la partie autour de la table. Et donc, en fait, ça permet d'introduire ces rituels-là et de les approfondir aussi. Par le vocabulaire spécifique. Ouais. Et l'abbesse en plus alors juste pour rappeler, l'abbesse en plus dans une abbaye, elle a un rôle enfin, c'était un abbé à l'époque, mais l'abbé. Oui, mais alors c'est parce que je considère que c'est aussi un peu moi, donc que je mets dans le jeu, donc en fait j'ai aussi un. Et puis il y a des abbesses en vrai dans les couvents de. Oui, non, mais bien sûr. La particularité du Rosaire Écarlate, c'est que c'est mixte et ouais, donc alors il paraît que j'ai appris depuis qu'il y avait des couvents mixtes. Ah d'accord, ok, très bien, fort bien. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, deux petites choses. La première, c'est que tu dis, est-ce que ça permet pas d'imprégner? Moi, je préfère le terme d'infuser, parce que ça prend du temps. C'est comme vraiment, c'est du sachet de thé. C'est-à-dire que tu fais infuser des mots dans la tête et il y a des trucs qui se développent comme ça, parfois à l'insu des gens. C'est-à-dire que ça va par association d'idées. Ouais, puis ça va faire des échos qui reviendront plus tard. Voilà, c'est pas forcément un effet immédiat. Ça, c'est une première chose. Mais donc, du coup, tout ça pour dire que à quelques détails sémantiques près, je suis d'accord avec toi. La deuxième chose, parce que vous parliez de rituels, je me dis, est-ce que dans les jeux qui sont sans MJ, mais où les rituels de jeu sont explicites, je pense à Polaris où on finit une bougie, où il y a des mots typiques, genre, je sais pas, perdu sous la pluie, etc., où il y a tout un vocabulaire, donc un échafaudage sémantique, est-ce que finalement ces rituels-là ne sont pas un peu une forme plus diffuse de MJ, si on entend le maître du jeu, dans le sens, c'est la porte ouverte vers l'univers. Le terme de couleur qu'on employait tout à l'heure est pas mal aussi côté infusion. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Je te vois te saisir du micro. Non, ok. Alors, moi, je veux bien dire, vas-y, je t'en prie. rebondir un peu sur ces idées-là. Et effectivement, moi, je me questionne, est-ce que le fait de cacher le MJ qu'on ne saurait voir, est-ce que c'est pas aussi une question d'auteur? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que
quand j'ai commencé le jeu de rôle, c'était avec Donjons et Dragons classique, etc. Et quand j'ai commencé en tant que joueur, évidemment, mais quand j'ai commencé à découvrir les règles, effectivement, on parlait de technicité tout à l'heure. Et les règles à l'époque, enfin en tout cas au moins Donjons et Dragons à l'époque, c'était très technique. Et on expliquait finalement assez vaguement ce qu'était le rôle d'un maître de jeu, etc. Et c'est quand même devenu une expression consacrée. Le maître de jeu, c'est devenu ça. Et plein de gens, en fait, sont... J'aimerais savoir depuis quand, moi. C'est le maître du jeu, quand apparaît le terme maître du jeu? Bonne question, 74. Il paraît que Game Master, ça doit être déjà dès la transition avec le jeu de figurines, je pense qu'il doit y avoir déjà des... Peut-être, sans doute, ouais. Moi, j'avais fait l'hypothèse au départ que c'était beaucoup plus récent et on m'a calmé sur Internet en montrant des occurrences de Game Master dans des très très vieux jeux, donc enfin dans les tout premiers jeux. Morgane, Fred, tu voulais ajouter quelque chose? T'avais fini, Fred? Non, mais c'est pas grave. Je voulais juste dire, il est possible, mais bon, après, c'est un peu hors sujet, donc rangez les hallebardes, mais il y a aussi, en fait, on peut remonter assez loin parce que je pense qu'en réalité, par exemple, quand au 19e, il faisait donc l'ancêtre des murder parties, qui ne sont pas encore comme on les connaît aujourd'hui, mais enfin, c'était le concept. On se réunissait dans un salon entre bourgeois et puis on essayait de résoudre des petites enquêtes, trucs comme ça. Il y avait des espèces de maîtres de cérémonie. On les appelait pas les maîtres du jeu, mais enfin, je pense que si on interroge la question de comment est-ce qu'on appelle la personne qui a l'autorité sur un jeu. En fait, un arbitre, tout ce que tu veux, on peut remonter très très loin comme ça. Et à mon avis, pour le coup, le jeu de rôle n'a pas inventé quelque chose. Il a repris une tradition qui est de nommer l'arbitre avec un nom spécifique parce qu'il a une posture spécifique. Ouais, alors c'est un peu là où je veux en venir, Morgane. C'est que en fait, à partir du moment où on a donné un terme générique pour parler d'une fonction spécifique autour d'une table de jeu de rôle, on a aussi dit le jeu de rôle, c'est ce système-là. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette recherche du premier... Alors, Natacha, tu voulais rebondir, Pierre aussi? Donc, du coup, ouais, excuse-moi. Moi, je préférais que vous finissiez sur ce point-là parce que j'avais envie de rebondir sur un truc que disait Romaric tout à l'heure, mais je sais pas où ça peut nous mener et j'ai pas envie de casser la dynamique maintenant. Alors là, d'accord, Natacha, Fred? Fred t'avais pas fini, ouais. Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas fini. Non, après, ouais, c'est vrai que j'ai cette notion du jeu de rôle classique et qu'effectivement, je pense que ça a baigné toute une époque, en tout cas, le fait du jeu de rôle, de son système, de ses dénominations, de fait. Je pense. Et... ce que je pense qu'à un moment donné, le jeu de rôle a eu peut-être, enfin en tout cas les auteurs de jeux de rôle ou les gens qui travaillent autour du jeu de rôle ont eu des idées un peu plus, enfin des envies un peu plus littéraires, enfin je sais pas, en tout cas d'auteurs, et de marquer son temps le jeu de rôle. Enfin je pense à Croc entre autres, qui a commencé à faire des jeux un peu particuliers où il mettait déjà le MJ dans une place un peu plus particulière. Mais je sais pas si c'est une bonne référence. Mais non, mais c'est... Vas-y, Natacha, tu voulais rebondir sur cette histoire de maître du jeu, jeu de rôle classique? Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est... Alors après, je peux évidemment pas parler pour tout ce qui est Appel de Cthulhu, Vampire, etc. Mais dans mon propre cas de créatrice, c'est aussi pour en finir avec cette idée il existe une forme de jeu de rôle. Eh oui. Et pour montrer que il y a plusieurs jeux, plusieurs façons de jouer, et donc ce que je propose moi au jeu, c'est ma version du jeu de rôle et pour ce jeu-là quoi en particulier. Moi j'ai l'exemple complètement de la lecture de sens. Enfin, je veux pas glorifier Romaric ici parce que je suis à la cellule et que j'ai pas envie de me faire taper à la sortie. Mais il y a vraiment ce côté-là quand j'ai lu les livres de sens la première fois et qu'effectivement, même au début, le nom d'aiguilleur était pas très posé. Enfin, faut arriver un peu plus dans plusieurs saisons, enfin dans plusieurs bouquins pour y venir. Il y a quand même cette idée où, quand je disais que c'était très technique, le maître de jeu à une époque dans le jeu de rôle, c'est que c'était vraiment très technique, limite froid.
Et on t'expliquait de manière très formelle et en plus pas très c'est ça que complète. je disais quand je disais il faut habiller le maître de jeu. C'est pas chaleureux, c'est pas sexy, c'est pas vendeur. En fait, c'est très technique. Alors qu'en l'habillant comme ça dans un vêtement, le veneur, etc., on lui donne une apparence, une littérarité. Mais plus encore, je me souviens même d'un spécial Casus Belli qui sort exprès pour dire à un moment donné, on va quand même vous expliquer ce qu'il faut faire en tant que maître de jeu. Parce que dans beaucoup de jeux à l'époque, on t'explique grosso modo ce que c'est les joueurs, grosso modo ce que c'est le maître de jeu. Mais en fait, on n'en sait rien et il n'y a pas de conseil réel. Et il y a eu ce truc qui est sorti, qui a j'imagine, fait plaisir à plein de gens à ce moment-là, parce que ça expliquait un peu plus ce que c'était le travail de maître de jeu et ça mettait un peu plus en confort les personnes qui étaient dans cette position. C'est le cas dans les jeux beaucoup plus récents, c'est beaucoup plus détaillé. L'adversaire, c'est beaucoup plus ce qu'il doit faire à libreté, etc. Pierre, puis Morgane. C'était sur le truc que je voulais dire. Tout à l'heure, tu parlais d'habillage, etc., comme si on avait un truc à cacher. Enfin, moi, j'ai entendu comme ça. Et en fait, je me demande si le fait de donner des noms un peu plus exotiques, un peu plus sexy, on va dire, à la fonction de maître du jeu, c'est pas pour remplir ce vieux fantasme du JDR qui est la liberté, tu vois. Parce qu'avoir quelqu'un qui mène, qui est le maître, c'est pas trop dans l'idée de liberté. C'est comme tous ces trucs, ignorer les règles qui vous gênent, tu vois. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un petit lien avec ça. D'accord. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure? En fait, j'ai plein de trucs à dire. C'est faire ressortir l'autorité sans la. Enfin, c'est cacher l'autorité et. Natacha, sur Morgane. ce point-là, ça doit être. C'est possible potentiellement rendre l'autorité sexy pour qu'elle ait plus l'air d'être une autorité. Tout en lui donnant un nom qui reste quand même. C'est-à-dire que tu lui donnes une fonction honorifique, donc il a toujours une place à part. Cela dit, effectivement, le fait de lui donner un costume, au même titre que les joueurs endossent le costume de leur personnage, si on veut, ça évite ou le costume, d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi droit à des noms spécifiques, c'est l'Ulysse, etc. Et ça évite qu'il soit, en fait, c'est d'une certaine façon, et on en revient à cette idée d'incarnation, c'est lui permettre de ne pas être uniquement soit l'ordinateur qui calcule les probabilités que tu as de toucher dans un MMO, donc en fait l'espèce d'intelligence artificielle que tu ne vois jamais, le moteur en fait en vrai, voilà, le moteur de jeu qui fait juste en sorte que ton jeu tourne, ou alors c'est éviter qu'il soit tout seul exilé au bout de sa table, parce qu'en règle générale, et Romaric ici présent qui anime le podcast pourra le confirmer, celui qui dirige et qui tient les micros et qui gère la technique, il est au bout de la table, il a les règles sur son écran, donc il est derrière un écran, donc en fait il n'est pas de ce monde. Le MJ n'est pas du monde ni des joueurs. Je suis là quand même. Tu m'emmènes où là? Le MJ n'est pas de ce monde. Il n'est pas du monde des joueurs et il n'est pas du monde des personnages non plus. C'est un peu la voix off dans les films. Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre le réalisateur qui est hors plateau, qui dirige de loin en disant toi tu fais ça, ici on allume, etc. Mais du coup au montage, le film sorti, t'entends rien, tu vois, tu sais même pas qu'il est là. Tu vas glorifier les acteurs en disant là qu'est-ce qu'ils jouent bien, alors qu'en fait derrière t'as toute la technique. Ou alors effectivement c'est la voix off, c'est-à-dire que c'est celui qui commente par-dessus et voilà, et qui gère les musiques et voilà, c'est cette espèce d'entité, cet œil sans visage quoi. Moi, j'avais écrit un article pour JDR Mag qui s'appelait le maître du jeu n'existe pas, je crois, quelque chose comme ça, où j'expliquais justement qu'en fait, ce terme de maître du jeu, c'est quelque chose qu'on a inventé pour uniformiser une certaine pratique qui est celle du jeu de rôle classique, mais qu'en fait, quand on regarde la littérature, eh bien, en fait, ce qui existe, c'est des veneurs, enfin, un veneur, une divine rose trémière, un conteur, etc. Et donc, en fait, on ne peut pas réduire le rôle de chacun de ces personnes, du veneur au conteur en passant par le gardien des arcanes, on ne peut pas réduire leur rôle à un seul rôle qui serait celui du maître du jeu. Donc moi, je me serais inscrit en faux justement contre ce magazine Casus Belli dont tu parlais tout à l'heure, Fred, en disant mais non, il n'existe pas de conseil unique pour maîtriser une partie de jeu de rôle. Il existe éventuellement des conseils pour maîtriser une partie de Cthulhu. Et donc, pour être un bon gardien des arcanes, par exemple, je sais plus, gardien. Ouais, d'après ce que je comprends, l'article de Casus Belli avait l'air quand même d'avoir une vertu, c'était de souligner ce problème dans les manuels, les vieux manuels. On n'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Ouais. Voilà. Et là, je me pose des questions aussi sur les droits. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de droit? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les systèmes de jeu
pouvait être déposé, il y avait des droits d'auteur, etc. dessus. Le premier qui a appelé son jeu, enfin plutôt le rôle, la fonction du meneur de jeu, maître du jeu ou maître du donjon, que sais-je. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi aux États-Unis un problème de droit? C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus utiliser le terme maître du donjon ou maître du jeu parce qu'il était quelque part déposé. Parce que je sais qu'après les jeux, il y a eu des jeux qui ont été, enfin les règles du jeu ont été, déposées dans le domaine, pour certains déposées dans le domaine public, etc. Mais au départ, je me demande s'il n'y a pas eu aussi des problèmes de droit et donc chacun devait rebaptiser en fait ses fonctions parce qu'en fait, ça je sais, ça j'ai pas de réponse à cette question. Je pense que autour de la table, plus, j'en sais rien. Non. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Je te voyais sur le micro. Natacha, puis Pierre. Non, je voulais partir sur autre chose. Vas-y, je t'en prie. Moi aussi. Tout en revenant. oui. Ouais. Allez-y. Avancez. Ou tout en revenant un peu aussi sur ce que disait tout à l'heure Morgane sur tout cet vocabulaire qui s'infuse et qui se diffuse dans le jeu. En tant qu'auteur, il y a aussi un vrai plaisir de jouer avec les mots, en fait. De jouer avec un champ lexical particulier, avec un univers particulier, de dire, ah bah oui, si mes joueurs, c'est des moines, l'autorité, c'est forcément l'autorité de l'abbaye, donc c'est forcément l'abbé ou l'abbesse. Voilà, et donc de découvrir comme ça plein de petits engrenages qui s'enchaînent, en fait. Si on lance les dés, on fait appel à un jugement divin. Voilà. Ouais. Donc il y a un vrai plaisir de jouer avec les mots, mais du coup qui entraîne aussi en fait à la fois une difficulté dans l'écriture, parce qu'on se dit alors il faut quand même que je garde l'aspect technique de l'explication des règles, donc il ne faut pas que je sois trop non plus littéraire justement et pas trop dans la poésie, quoi. Et du coup des difficultés de la lecture aussi on anticipe les difficultés de lecture en tout cas pour les personnes qui vont devoir ensuite s'approprier le jeu et le faire jouer et le transmettre. Et ça va être une vraie difficulté pour Adrien quand il a commencé à rédiger Éveil, parce que la première version d'Éveil était rédigée en vers. Et donc, du coup, il fallait qu'il se soit suffisamment clair pour être compris, et en même temps que ça passe aussi en vers, quoi. En poésie, ce qui est compliqué, quoi. Ouais, et donc, en plus, Éveil vient justement, toute l'idée d'Éveil vient justement d'un jeu de mots autour de la ville, ville, la vieille, ville, veillelle, la veille, etc. Enfin, voilà. Effectivement, parce qu'en fait tout ça sont dans le jeu, il y a un certain nombre de concepts qui sont des anagrammes en fait du mot ville. Ouais. Voilà. Ou des jeux avec le mot ville, voilà, effectivement. Dans tous les sens, quoi. Ouais. Il y en a partout. donc voilà. Alors est-ce que vous êtes, pardon Pierre. Du coup je veux plus sois Natacha parce que c'était dans cette dimension que je voulais partir aussi, que ces termes très spécifiques, ça devait être un outil pour l'auteur du jeu. Qui définit en fait le contrat social de son jeu, tu vois. C'est, je pense, appeler les joueurs des investigateurs, on a tout de suite l'idée de ce qu'on fait dans ce jeu, tu vois, des aventuriers, etc. Je sais pas si dans Vademecum les joueurs sont des joueurs. Voilà, du coup c'est un outil de création de jeu quelque part aussi, ces termes. Dans Chrysopée, les joueurs sont des alchimistes, disait Morgane en dehors. Ce qui est là aussi, tu poses le rôle de leur personnage en même temps que tu poses effectivement leur nom, leur appellation en tant que genre. Ah, c'est vrai que dans le podcast que Natacha nous avait présenté, il y avait cette idée qu'il n'y a pas que le MJ qui est caché. Il y a aussi le mot joueur qui est caché dans beaucoup de jeux. Effectivement, là, Pierre nous rappelait le coup des investigateurs. Tu avais rappelé le coup des cellulis dans Sens. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres exemples là, qui vous viennent en tête? Peut-être pas tant que ça. Hein. On cache plus facilement le mot meneur. Enfin, le mot maître du jeu, pardon. Alors, est-ce que ça ne tient pas aussi au fait qu'il y a une confusion entre la fiction et la réalité? Dans les joueurs, on parle plus de joueurs parce qu'on parle de leur personnage. Tu vois, enfin, ce que je sais pas comment expliquer, mais pour éviter qu'on confonde le joueur et son personnage. La différence. Justement, c'est gommé un peu. On parle pas du joueur, donc on va pas dire joueur. On parle de ce qu'il joue et il joue un investigateur, quoi. Et c'est, comme la différence entre cellulis et simulacre dans Sens, par exemple, parce que parfois, quand tu écris un jeu, tu as effectivement ce problème qui est que certaines actions sont des actions qui doivent être réservées, ou des messages, enfin bref, des indications qui doivent être adressées aux joueurs sur des comportements de joueurs ou de joueuses. Et pas les personnages. Ou l'inverse, parfois ce sont des informations qui doivent être portées ou qui doivent être réalisées par les personnages, mais
parfois, j'ai pas d'exemple là spontanément, mais ça arrive où tu as vraiment besoin de faire cette distinction quand tu décris ton jeu entre sur les joueur, faits, hein, entre ce qui se passe autour de la table et ce qui se passe dans la fiction. Oui, pour les faits pour sens, c'est les faits de cellulis, c'est les faits de simulacre. Alors ça, c'est un exemple particulièrement. C'est forcément là, il y avait forcément besoin de mots différents. Alors après, ça aurait pu être joueur et simulacre. Et parfois, tu fais la confusion volontiers, c'est-à-dire que le fait de parler d'alchimiste quand tu parles des joueurs et des personnages de Chrysopée, c'est volontaire. Parce qu'en fait, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire cette distinction entre ce qui relève du contenu fictionnel malléable et de la partie. Parce qu'en fait, le but, c'est justement qu'il n'y ait pas cette frontière. Mais parfois, sur certains jeux, elle est indispensable. Alors, vous devez savoir, chers auditeurs, que je ne les fouette pas s'ils n'utilisent pas ce terme de contenu fictionnel malléable. Non, mais ça me faisait rire. Morgane, on ne sera pas payé après. Fais Non, gaffe. non, c'est ça, il n'y a pas de... touche pas de royalty. Il me semblait avoir vu une mallette de diamants. Les diamants de la cellule. Utiliser un terme sous copyright, maintenant c'est toi qui casse. L'advocatus, ici, quelqu'un. Mais par contre, moi j'ai noté, puisqu'on en est à parler de linguistique, j'ai noté depuis tout à l'heure un truc intéressant qui est qu'en termes de pure littérature, il y a le maître du jeu et il y a les guides du joueur et les guides du MJ. Et les guides, c'est les livres. Il y a donc un maître, en gros, un jeu, et des guides. Et c'est marrant parce que finalement, même le maître a des guides. Enfin, les guides, c'est impersonnel, c'est un objet. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien décider d'appeler un maître du jeu un guide du jeu. Sauf que non, le guide du jeu, en fait, ça fait référence dans nos habitudes de langage, ça fait référence à du papier ou à un truc comme ça. En fait, le meneur de jeu, c'est la personne, le guide, c'est un peu ce qui reste de l'auteur une fois que vous passez en librairie ou voilà. D'accord, ok. C'est un peu les... En gros, c'est un peu... C'est intéressant aussi de préciser que le meneur de jeu, le maître du jeu, quel que soit l'habillage qu'on lui donne, a toujours le nom d'un faiseur, de quelqu'un qui fait... Quoique la divine rose trémière... Oui, mais c'est parce que c'est nobiliste. Donc... Oui, okay. Le point nobiliste, c'est un peu comme le point Godwin, tu sais. Il y a le point nobiliste, c'est nobilus. Voilà. Il y a le moment où on met juste des consonnes et des voyelles parce que ça fait bien, quoi. Et en même temps, il y a un truc que disait Natacha tout à l'heure qui est hyper important, notamment quand on écrit un jeu. Parfois, il n'y a pas de fucking raison technique. On choisit le mot parce qu'on le trouve cool et que ça nous fait kiffer. Et en tant qu'auteur, parfois, juste, on aime kiffer d'utiliser des mots qu'on kiffe. Donc, laissez-nous jouer aussi. Enfin, il n'y a pas de raison que nous, on joue pas. Et en fait, quand tu es auteur du jeu, ton jeu, c'est les mots. Tu joues avec les mots. Le jeu commence à ce moment-là, en fait. Et donc, merde. Voilà, ok. Il n'y a pas forcément de raison, quoi. Non, parfois, t'as pas de raison. Alors, après, t'as les exégètes qui vont chercher les solutions, les aiguilleurs, je sais pas trop quoi. Mais c'est cool, en fait. Oui, c'est ça. Éveil, ça, il y a eu Éveil pour Adrien. Je sais qu'il y a eu un vrai plaisir de jouer avec toutes ces lettres qui s'organisaient les unes par rapport aux autres. Très très bien. Moi j'avais un point, mais qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une certaine forme de... Alors vous savez, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle l'élégance, c'est-à-dire utiliser le moins de symboles possible pour décrire des choses, etc. Je veux dire en une page. Et j'ai l'impression... Ouais, c'est ça. Exactement. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine forme d'élégance à présenter un manuel qui sert en fait, un manuel comme un manuel de machine à laver, tu vois, un espèce de manuel technique. Il y a une certaine forme d'élégance dans le jeu de rôle à essayer d'habiller ou de déguiser le plus possible tous les aspects techniques, parce qu'on a tendance à penser que la technique, les règles, c'est chiant, et que l'histoire, ça se retient, c'est cool. Tu vois, par exemple, un des trucs... Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je prends le Val, par exemple, comme exemple. Le Val, un des principaux compliments qu'on a fait au jeu, c'est l'idée de dire que le jeu habille bien ses règles de façon narrative. Et que du coup, la narration et les règles sont bien en adéquation, etc. Et j'ai la sensation que ça, c'est un peu une martingale du jeu de rôle, quoi. C'est un peu une espèce de délire, une volonté, ce serait l'élégance du jeu de rôle, quoi. Comme il y a l'élégance en mathématiques, l'élégance du jeu de rôle serait de réussir à le mieux possible habiller ces règles très techniques sous un aspect narratif, élégant, etc. Morgane, tu voulais rebondir là-dessus ?
Il y a Pierre, non, allez-y. Moi, je ferai pas d'absolu sur la recherche de l'élégance parce que je pense que il y a des modes au sens, il y a des tendances. Oui. Voilà. Il y a des tendances. Je pense qu'à une époque, avoir une base avec des beaux tableaux bien clairs, des chiffres et tout ça, ça parlait bien. Faux. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a des gens quand ils ouvrent comme ça leurs livres et qu'ils ont des tables et des tables et des trucs, ils sont ravis et ils trouvent ça superbe. Et donc, je pense que voilà, faut pas non plus. Donc, je pense que il y a certains types de jeux aussi, toujours aujourd'hui, qui réutilisent ces codes-là parce que ça dit quelque chose de leur façon de présenter les jeux. Quand tu choisis de faire tout en littéraire ou tout en condensé avec des tableaux, déjà tu t'inscris dans une tradition de présentation, de mise en page, et puis parce que et c'est pour ça que ce serait super intéressant qu'on développe ce qui se fait dans d'autres pays que la France, parce que malgré tout, en France, et c'est pas valable que pour le jeu de rôle, c'est valable dès que tu écris quelque chose, il y a une recherche du beau langage. La France, c'est la langue de Molière, et donc du coup, c'est vrai que... C'est pas faux. Après, voilà. Je vois Natacha qui secoue la tête, mais je ne tense personne. Mais c'est-à-dire que ce côté poétique peut être une vraie recherche de sens. De sens. Oui, bien sûr. Ça peut être un vrai. C'est pas tant la recherche du beau langage que la recherche du langage recherché. Oui, j'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. Je sais pas comment expliquer, mais c'est utiliser des mots compliqués pour montrer qu'on les connaît. Des mots compliqués ou en tout cas ou des formulations ou des ce qu'on appelle le langage soutenu, quoi. Non, justement non. Ça fait l'air compliqué. C'est un autre sujet de podcast. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu appelles la littérarité? Parce que depuis tout à l'heure, tu as évoqué ce mot à plusieurs reprises, on ne l'a pas défini. Qu'est-ce que ce serait la littérarité? C'est pas ça? C'est pas ce dont on est en train de parler là? Alors en fait, par exemple, si vous affirmez ça, c'est faire un très mauvais procès à Boris Vian, qui écrit des poèmes magnifiques avec un langage extrêmement vulgaire et donc pas du tout soutenu, quoi. Attention à ce que vous dites. Même chose, il y a pour certains poèmes de Rimbaud. Enfin, voilà, il y a. Ah oui, non. Oui, d'accord. J'ai compris ce que tu voulais dire. Moi, mon point, c'était que il y a quand même une tradition en France, et je pense que le jeu de rôle écrit fait pas exception au sujet. Parce qu'après tout, c'est une production littéraire, donc il n'y a pas de raison que par miracle, il échappe à certaines habitudes d'écriture, même si on peut chercher à tourner autour, mais je pense qu'il y a quand même une recherche de la langue adaptée. Et donc, quand tu écris Nobilis, tu vas choisir exprès la langue ésotérique, un peu complexe, un peu poétique, des alchimistes, des grands traités d'eux, voilà. Quand tu choisis d'écrire, on pourrait imaginer Hurlement écrit, je sais même pas comment il écrit, parce qu'on n'a pas le droit de regarder dedans, mais on pourrait imaginer très bien qu'il soit écrit en vieux français, etc. C'est-à-dire que il y a quand même un intérêt particulier pour l'histoire de la langue en France, et que du coup, quand on écrit un jeu, qu'on est un peu sensible à ces questions, c'est pour ça que je ne veux pas faire de généralité sur tout le jeu de rôle, mais il y a effectivement une branche qui veut du jeu de rôle littéraire, parce qu'elles aiment ça. Moi, je dirais, Natacha, pour compléter ou pour aller dans le sens de Morgane, que en France, on ne veut pas uniquement dire clairement les choses, mais qu'on veut aussi bien les dire. Voilà. En fait, c'est pour ça que tu me demandais la définition de littérarité tout à l'heure. C'est le faire en sorte que la forme colle au fond. Voilà. Et donc, ce que Morgane essayait de dire, c'est qu'effectivement, c'est presque un travers, en fait. On peut aller jusque-là. Dans le sens où, si c'est trop lisse, si c'est trop immédiatement compréhensible, ou qu'on écrit trop au fil de la plume et que tout de suite le sens arrive tout de suite, on a l'impression de ne pas avoir écrit de manière littéraire. Mais j'ai déjà entendu ça dans la bouche de Cédric, par exemple. Je vais faire un parallèle. Donc, le fait d'utiliser la langue de tous les jours pour parler de cette activité si particulière. Enfin, j'ai un pote qui avait résumé ça. Il dit, quand tu fais découvrir un jeu de rôle à des gens, tu leur fais pas juste découvrir le jeu de rôle, tu veux sauver leur âme. Et ça m'avait fait... Non mais il a raison dans le sens... Mireille Dumas qui arrive. Mireille, c'est toi. Il a raison dans le sens où souvent il y a une espèce de... Tu vois, c'est une passion qui a
il y a on n'en est pas là, mais il y a une espèce d'enjeu là-dedans. Ouais. Et donc c'est vrai que quand tu écris du jeu de rôle, tu veux pas que ça soit un acte anodin, et tu veux pas que ton livre de jeu de rôle soit un objet anodin. Et donc du coup, il faut pas être vulgaire dans le sens la langue du peuple, tu vois, la vulgate. C'est ce que tu disais, en disant oui, il faut choisir la bonne forme. C'est donc ça peut pas, enfin, quand tu veux pas que ça soit l'objet de tous les jours. Après, moi, encore une fois, il y a aussi parce qu'il y a un plaisir de la recherche. Ah mais c'est pour ça, je dis, je juge pas, je dis il y a des gens qui kiffent ça. Mais voilà, mais voilà, c'est juste pour bien et ce langage recherché, il peut aboutir à du langage tout à fait familier et ainsi de suite, du moment que ça colle. D'ailleurs, Adrien, il essaye de justement employer des mots de vocabulaire qui collent à l'univers urbain. Les joueurs sur leur fiche de perso, ils n'ont pas des noms de personnages, ils ont des blazes. Donc voilà, enfin c'est et ça pour moi ça relève de la littérarité. Ouais, c'est vrai. Mais moi c'est juste que parce que alors déjà, je parle pas aussi bien que vous, et j'en suis mais si, tu désolé. Parles très bien. Mais tu as une très belle voix de podcast. Ah, c'est gentil, merci. Donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Hurlement, ça a été écrit par Jean-Luc Bizien, enfin Jean-Luc et Valérie Bizien à l'époque, et Jean-Luc Bizien, c'est un écrivain. Et je pense que, du coup, le jeu s'en ressent effectivement. Après, très concrètement, les livrets sont très fins, très courts, et le jeu tient sur rien, enfin sur pas grand chose. Il tient une page. Presque. Un parchemin. J'exagère, mais un in-folio. Mais après, c'est comment cette boîte d'édition actuelle qui est sur le revival du Rollistic, c'est Black Book, c'est ça qu'on entend en ce moment, ou je sais plus, ou je confonds complètement. Black Book, c'est la boîte d'édition majeure c'est ça. En France, qui a Pathfinder. Exact. Et ce genre de jeu, je ne suis pas sûr que ça rentre dans ce dont on parle, par exemple. Je pense que c'est des jeux qui sont assez formels, qui sont... Tout à l'heure, j'ai précisé que pour beaucoup de choses que j'allais dire, je parlais aussi en tant que créatrice. Donc, j'ai bien dit que je ne savais pas quelle était la démarche qu'il y avait derrière le terme de maître de cérémonie, le terme de conteur, etc. Je sais pas, j'en sais rien du coup. Il faudrait que, justement, les auteurs soient là pour nous dire ce qu'ils ont voulu dire. Exactement. Mais est-ce que, justement, mon questionnement, c'est pas... tout ce dont on parle là, c'est pas justement des recherches qui sont déjà assez modernes et ensuite issues du jeu de rôle plutôt indépendant, ou en tout cas de créateurs, de créatrices et d'auteurs. Moi je crois pas. Par exemple, ce que disait Pierre en début du podcast en disant le terme qu'on emploie pour parler du meneur de jeu introduit à l'univers, aux couleurs du jeu, tout ce dont on a dit au départ, c'est quelque chose qui se sait, qui se sait depuis le départ. Moi j'en suis persuadé. Quand on dit de maître du donjon, quand on parle du gardien des secrets, on sait que si on le fait, c'est pour les raisons que Pierre et Morgane, dans sa comparaison avec l'infusion et la couleur du terme, c'est pour ça qu'on le fait. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment une conscience. Tu vois, on le fait vraiment sciemment. Ça, j'en suis persuadé, moi, vraiment, vraiment. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose ou Pierre? Je ne sais pas. Pierre Non. Ok, alors Morgane. Il y a un exemple... Je le cherchais depuis tout à l'heure, il y a un exemple qui est assez flagrant dans cette espèce de porosité entre écrivain et création de jeu. C'est le jeu de Jarowski, Te Deum pour un massacre, qui est conçu à la fois comme une œuvre littéraire, c'est toute une partie qui se lit comme un roman, parce que Jarowski, dont je ne me souviens pas le prénom... Jean-Philippe. Merci. Jean-Philippe Jarowski est écrivain, et puis il y a toute une partie règles, voilà. Et d'ailleurs vous ouvrez Te Deum, il y a des tableaux, voilà. Je veux dire, c'est très dans la forme est finalement assez classique, quoi. Puis je voulais dire autre chose, mais puis j'ai oublié, donc tant pis. Très bien. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? J'ai une petite question pour vous. Pourquoi est-ce que dans tous les sports on appelle l'arbitre Pourquoi alors que dans le jeu de rôle, on a cette espèce d'idée... on l'appelle le gros connard. Non mais c'est vrai, je veux dire, il y a quand même... Là, on a l'exemple d'un média dans lequel on a un terme et pourtant le rôle est un peu... Enfin, je veux dire, c'est assez proche. Le maître de jeu, on l'appelle souvent l'arbitre dans les jeux de rôle. Enfin, il a souvent ce rôle d'arbitrage. Est-ce que dans le sport, il y a réellement une nécessité d'immersion? Alors voilà, c'est ça. Parce que pourquoi je vous pose la question? Ça peut paraître abscon, mais je pense qu'en tirant sur la pelote de la comparaison entre pourquoi dans le sport on a un même nom pour tous les définir, alors que dans le jeu de rôle, je pense qu'on va trouver des distinctions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on veut faire dans le jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire en se comparant? Pierre, tu as une suggestion? Je suis pas sûr que... Alors déjà, oui, on s'immerge dans le sport, c'est un esprit.
Non mais Non, mais si, moi je suis d'accord avec Pierre pour dire que la notion d'immersion n'est pas exclue par du contre, sport. loin de là. la distinction que je fais avec l'arbitre dans le sport, c'est déjà quand c'est dans des cadres médiatisés, etc. Bah, l'arbitre, il est pas aussi tout puissant qu'un MJ parce que j'ai l'impression que dans le sport, les joueurs connaissent les règles pour pouvoir les jouer, alors que dans le jeu de rôle classique, on a souvent délégué cette responsabilité au MJ de transmettre les règles. Tu vois. D'accord, les règles s'imposent à tous les joueurs. Et l'arbitre, en fait. Oui, moi, je vois ce que tu veux dire dans le sens. sens. Morgane n'a pas l'air d'accord, mais je fais moi ce que tu veux dire dans le sens où, à partir du moment où on a un ballon de foot et 2 cages, c'est très facile d'organiser un match sans avoir. Et on n'a pas le droit de jouer avec les mains. Il y a une règle de plus. Je suis désolé, tu voudrais simplifier le football à 2 règles, mais non. Non, mais il y en a beaucoup plus. au matériel. Ouais, Au matériel. pardon, On n'a pas besoin, on n'a même pas besoin d'avoir 11 joueurs dans chaque équipe. On peut jouer au foot si on a 2 espaces délimités comme étant les cages et quelque chose qui représente le ballon ou qui est un ballon. Et on n'a pas besoin de l'arbitre parce qu'effectivement, on maîtrise grosso modo les règles. Il ne faut pas jouer avec les mains, etc. Sauf pour les gardiens de but et ainsi de suite. Alors que le jeu de rôle, c'est vrai que normalement, il y en a il y a une personne autour de la table qui arrive en ayant lu et en maîtrisant les règles, et du coup, qui certes va les réexpliquer aux joueurs autour de la table. Des fois pas entièrement, parce qu'il peut aussi connaître un certain nombre de je pense à Hurlement, où c'est le MJ qui connaît le système de résolution. Il y a des règles qui sont parfois inutiles à expliquer parce qu'on ne sait pas celles qu'on va utiliser ce soir. Voilà. Donc on peut difficilement. Je sais pas comment, Morgane, tu vas nous expliquer comment on peut jouer au jeu de rôle sans avoir une personne qui a lu les règles, mais alors que tu peux jouer au foot sans arbitre, quoi. Alors Morgane, la comparaison te fait bondir. Alors explique-nous tout ça. En fait, non, aux abris. Ça me fait pas. Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais enfin, en fait, ce que vous dites est vrai, mais à chaque fois, j'ai envie de dire. Mais pas toujours. Enfin, c'est-à-dire que dans le sport, il n'y a pas de volonté d'immersion. C'est pas vrai. Tout comme dire dans le jeu de rôle, il y a toujours une volonté d'immersion. C'est pas toujours vrai non plus. Il y a des gens qui ne jouent pas au jeu de rôle pour s'immerger. C'est une pratique du jeu de rôle parmi d'autres. C'est une volonté parmi d'autres. Tout comme on pourrait se dire, et pourquoi pas, j'imagine volontiers que peut-être que dans certains milieux de sport, en fait, je dis ça comme ça, mais dans certains milieux du sport, on imagine volontiers que les arbitres aient des petits noms, peut-être. Il y a peut-être des façons de les nommer selon certains sports. Attention à ton micro. Ah pardon. Il y a peut-être des façons de les nommer selon certains sports, etc. Est-ce que finalement l'arbitre sans immersion, alors attention, c'est là je scie un peu je jette un peu l'échelle, mais est-ce que finalement l'arbitre dans le sport c'est pas le MJ ou le maître du jeu? Est-ce que c'est pas l'équivalent en fait, puisqu'on disait l'arbitre c'est celui qui connaît les règles et c'est valable pour tout le monde et tous les sports, etc. Finalement notre appellation maître du jeu, est-ce que c'est pas un équivalent linguistique de l'arbitre? Après, si vous avez envie de lui donner un petit nom, le compteur, le veneur, etc. Si ça vous fait kiffer, voilà, mais grosso modo, que vous soyez joueur de Cthulhu, de Pathfinder, de Hurlement, vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi on le fait pas dans le sport et pourquoi on le fait dans le jeu de rôle? Mais peut-être qu'on le fait. C'est pour ça. Oui, alors moi je sais pas. Alors je sais pas si c'est pas fait dans certains sports. Voilà, je me dis à l'escrime par exemple, qui est quand même où il y a déjà un très grand respect de l'arbitre et en plus qui est aussi un sport qui est quand même assez ritualisé par certains côtés. Je me demande s'il n'y a pas des appellations particulières. Moi je pense aux arts martiaux. Tu vois, bon, c'est déjà tous les sports qui ne sont pas occidentaux, on ne sait pas. Ils ont peut-être leur propre terme et ils tiennent peut-être à les garder. Et quand on dit, par exemple, jouer au foot, tout le monde connaît les règles, on n'est pas obligé d'avoir 11 joueurs, etc. Il y a toujours des joueurs pour dire, s'il n'y a pas de filet au badminton et si on n'a pas tracé le terrain, on joue pas vraiment au badminton. Il y a des gens qui disent on fait une partie de badminton, ils sont déjà en train de tracer les lignes. Parce que pour eux, jouer au badminton, ça veut dire compter les points, ça veut dire marquer les zones de hors-jeu, etc. C'est hyper important. Un terrain de foot dans le jardin de votre grand-mère, s'il n'y a pas les cages, c'est pas du football. Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. C'est qu'en fait, encore une fois, le maître du jeu n'existe pas. Et qu'en vrai, c'est pour ça qu'on ne peut pas employer ce terme de façon spécifique à tous les jeux de rôle. Alors que l'arbitre, en fait, son rôle, il est... Pourquoi ? Son rôle à l'arbitre dans n'importe quel sport, il est clairement défini. On sait qu'il est là pour faire respecter les règles aux acteurs de la partie. Et alors, est-ce que c'est pas le cas ? Et du coup,
Alors que dans le maître du jeu, on sait pas ce qu'il Oui, fait. mais est-ce que le MJ, c'est pas une transposition spontanée, intuitive, directe de ce rôle d'arbitre ? Alors, Parce oui. qu'on parle des règles depuis tout à l'heure, etc. Mais il y a un élément dont on n'a pas parlé. Le scénario, qui est quand même dans la plupart des pratiques de jeu de rôle hyper important et central, c'est-à-dire que les gens n'imaginent pas qu'il n'y ait pas de scénario préétabli. Et donc, on dit le MJ, c'est celui qui connaît les règles. C'est pas toujours vrai, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui sont ravis de reprendre leur MJ en disant « Ah non, t'as oublié que mon blaster, il faisait plus 4 là », et qui connaissent finalement, pour certains détails, mieux les règles que la personne. Oui, ça arrive parfois. Bah, Alors, je Pour rebondis le sur créateur du jeu, ça marche Et aussi. le MJ, en fait, c'est celui qui a préparé l'histoire. Ouais. Il est venu et il a dit voilà, j'ai passé du temps pour vous, je vous ai préparé un petit truc, voilà. Ah, Natacha. Pierre. Alors, justement, on parle de scénario. Et ça aussi, c'est encore un mot qui est caché par certains. On parle d'épreuve dans ce sens. Moi, je parle aussi j'ai aussi des termes spécifiques pour le Rosaire Écarlate, de préparation pour Minuit pour toujours, Le canevas de Frédéric Canva. Mais vous savez que tous ces termes, en fait, ne cachent rien. Ils sont spécifiques au jeu qui les Oui, emploie. non, mais je disais beaucoup caché. plus que celui de Parce Maître que de je jeu. trouve chercher un titre pour le podcast, Romaric. Ouais, Pour Mais Canva, justement- pour Canva, ça a un sens particulier. Exactement. C'est volontairement une façon pour Frédéric de se démarquer du scénario Et oui. et de dire je refuse le scénario Parce que tel qu'il est pensé dans le jeu Frédéric avait dans l'idée traditionnel. que l'idée de scénario supposait une succession de scènes et que cela ne pouvait du coup ne coller qu'à des parties un peu dirigies. Donjons et Dragons, c'est un donjon qu'on prépare. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Dans Non, mais le sens des épreuves. dans le sens des épreuves. Non, mais les épreuves, on comprend, je pense, pourquoi ça s'appelle comme ça dans le sens. C'est pareil, parce qu'on sait que en réalité, les joueurs vont devoir surmonter à chaque épreuve des épreuves. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est une épreuve, un scénario. Plus le fait de mettre à l'épreuve du monde. Exactement, plus le terme d'épreuve en littérature, etc. Et donc, du coup, il y a tout ça qui joue. Non, je trouve que pour les scénarios, ça se justifie beaucoup plus. C'est pas, on cache pas le mot scénario sous une couleur, sous un habillage. Les scénarios, comme l'a dit Fabien, à chaque fois, il y a quand même une explication de pourquoi l'auteur n'a pas... Alors que maître du jeu, c'est moins clair. Il y a effectivement l'idée qu'on masque quelque chose. Et encore, moi, tu vois, j'irais à dire, on masque rien du tout. En vérité, les gens qui n'emploient pas le terme maître du jeu pour parler du rôle et de la fonction de veneur, de compteur, etc., c'est juste parce qu'il n'y a pas de maître du jeu dans Vampire. Ça va paraître révoltant ce que je vais dire là, mais il n'y a pas de maître du jeu dans Cthulhu. Dans Cthulhu, il y a un gardien. Il faut parler juste. Et en fait, la volonté de réduire tous ces noms à la volonté de maître du jeu, pour moi, c'est une volonté en fait qui est de l'ordre de... je sais pas, c'est une sorte de volonté de réduire tous ces jeux à une forme classique de jeu de rôle en gommant les spécificités de chacun d'entre eux. Et pour moi, ça, c'est le mal, tu vois. Il y a un côté, c'est... Donc en fait, c'est pas le maître de jeu qu'on déguise. C'est le tu vois, si tu veux, juste... c'est un terme générique. Juste, j'entends pas ce que tu dis, Morgane. Allez, vas-y. Le terme technique m'échappe, mais en français, il y a dans la série des champs lexicaux, il y a par exemple ce qu'est fruit pour banane, pomme, poire, ou ce qu'est voiture pour la Cadillac, la Mercedes. Figure des styles. C'est mots spécifiques et mots génériques. Il y a un autre nom. Ok, vous retrouverez ça au cours. Moi, j'en viens à ma conclusion. Ma conclusion, Natacha, c'est que la formulation de ce podcast est mauvaise. C'est-à-dire qu'on ne cache pas le mot maître du jeu derrière d'autres trucs. Non, c'est pas vrai. C'est la vraie question de ce podcast, c'est pourquoi le mot maître du jeu vient cacher les vrais noms des MJ. Après, c'est juste parce que c'est j'ai cherché une façon de présenter le podcast dans Bien notre sûr, non, pad mais à bien l'avance. sûr. Je savais pas comment le formuler en fait. Non mais t'inquiète, mais c'est pour te troller. Mais tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi à un moment donné, le mot maître du jeu a écrasé les spécificités qui étaient propres à chaque... Et là, moi j'ai des tas d'hypothèses et des tas de réponses à apporter, mais c'est un autre sujet. Ou pas, parce qu'a priori tu poses la question, donc, ou alors tu fais un teaser, mais... Moi j'ai écrit un article sur le sujet en fait. Après, il y a aussi pour enfin, moi j'ai une hypothèse qui est peut-être insatisfaisante, mais qui est probablement pas la seule possible, mais qui est que c'est des questions de transmission. C'est-à-dire que quand tu discutes avec tes copains, etc., quand tu leur dis le veneur et qu'ils te regardent avec tes yeux ronds, en fait tu t'adaptes. Tu prends un mot qu'ils connaissent.
Et tu dis, je sais pas, Voilà. vous dites comment Game Master. Game Master, va pour Game Master. Ça, c'est très important ce que dit Morgane là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a une nécessité, parce que ces jeux sont extrêmement complexes, parce que le jeu de rôle, c'est un jeu qui est extrêmement complexe, d'offrir des termes qui parlent à tout le monde, en fait. Pour rendre, en fait, des concepts accessibles. En gros, tu vois, c'est ce qu'on fait quand on dit... Alors, le rôle de l'aiguilleur dans ce sens, tu commences à définir, puis il y a un mec qui va faire... Bon, en gros, c'est un meneur de jeu, quoi. Tu vois, Et en vrai, il a pas tort. Et en vrai, il a pas tort, c'est ça. Et tout à fait. Ça, en fait, c'est juste, on pourrait dire, il n'y a pas un maître de jeu, où il y a une famille des maîtres de jeu, et dans les maîtres de jeu, comme dans les fruits, il y a la banane, la pomme, la poire, dans les maîtres de jeu, il y a le maître de cérémonie, le compteur, le gardien, et ainsi de suite, quoi. Et ils ont chacun leur goût. Je sais pas. Je sais pas ça. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais je posais. Enfin, ouais, c'est pas évident. Réduire, dire, en gros, il y a le maître du jeu en haut et en bas, il y a des termes spécifiques, catégoriels, le gardien, machin. Alors après, remarquez qu'ils ont quand même des points communs, tous ces personnages-là. Bah non, je crois pas. Tu penses qu'ils sont tous absolument différents? Mais moi, j'avais l'impression que c'était une vision d'auteur, tout simplement. Donc, c'est parce qu'on disait depuis tout à l'heure. Entre un game master et un conteur de vampires, ça n'a rien à voir ce qu'on demande à chacun. Je suis désolé, mais alors oui, il y a des points communs, c'est vrai. Mais les points communs, ils sont a posteriori. On les découvre après avoir joué à ces trucs. On fait comme quand tu assistes à un film, un premier film, tu assistes à un deuxième film qui n'a rien à voir. Tu regardes Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, a priori rien à voir entre eux, et tu vas chercher. Alors voilà. Oui, mais justement, c'est a posteriori qu'on voit les liens entre les deux. Mais de toute façon, comment dire, on peut pas nier non plus que certaines habitudes de langage viennent a posteriori. On peut pas. Alors, parce que là, on cherche pas à cacher quelque chose quand on emploie le mot veneur. Il me manque mon Emmanuel de poche là, mais en bio, ou Valentin d'ailleurs, qui pourrait peut-être nous dire ça aussi. En bio, les catégories génériques, tu les définis a posteriori aussi, à partir d'un certain nombre d'itérations et de points communs entre les différentes espèces. Tu vois, tu définis espèce à partir du fait que ils ont, je sais pas, tous les deux une colonne vertébrale, tous les deux. Mais tu ne caches pas un être humain en l'appelant Natacha. Tu vois, Natacha, c'est un être humain, d'accord ? Mais Natacha, c'est Natacha. Ce n'est pas un être humain. Tu vois ce que je veux dire ? De la même manière, le compteur. Mais si, c'est la même chose. Natacha, Frédéric, Morgane, Pierre, Antoine, Fabien appartiennent à l'espèce humaine, d'accord ? Non, t'es pas sûr, Fabien? Hyperonyme, hyponyme. Fabien l'a mal pris, en fait, que tu le traites d'humain. Voilà, donc, c'est ça. Il y a son auréole qui clignote. C'est intéressant, la réaction de Fabien. Parce que moi, en tant que auteur de jeu, quand on réduit le rôle par exemple, du seigneur de Vadémécum au rôle d'un maître de jeu, ça m'énerve. Mais je te dis pas qu'on le réduit. Parce que toi, tu choisis de le voir comme une réduction. Pierre, il y a peut-être un truc. Je reviens à ce que je disais. Faut bien enflammer ce podcast. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que derrière l'idée de maître du jeu, il y a un peu l'indétermination qu'on a dans le JDR tradi sur comment mener. Tu vois, genre oui, c'est ça. C'est exactement ce que je condamne. Oui, parce que le meneur de jeu, imaginons que c'est un pote qui vous explique, oui, alors en fait il incarne les PNJ, puis il fait ceci, cela, et il y a un mec qui se pointe, il dit, le Seigneur, il donne les révélations. Exactement. Je suis d'accord avec toi. D'un côté, on sait pas ce qu'il fait, donc on cache non, il y a moi, je suis plutôt, il y a le côté, tu nies l'identité du jeu en disant, oui, il fait un peu tout et rien, et c'est comme les règles, oui, tu les utilises si tu veux. Voilà. Alors que l'arbitre au sport, on sait ce qu'il fait. Il peut pas se soustraire avec. C'est pour ça qu'il y a un nom. Est-ce que c'est pas une problématique fondamentale de philosophie du langage, au sens où, à partir du moment où tu parles de la réalité, nécessairement tu es en train de réifier. C'est-à-dire que, prenons, tu vois, tu décris un phénomène à quelqu'un. Si je rencontre un nouvel animal, je vais dire, bon, il ressemble un petit peu à un chat, mais en même temps, c'est pas vraiment un chat, c'est un peu plus gros, et puis il a les oreilles pointues. Et puis il est un peu roux, il a des oreilles de renard, et il vit en Corse, et... T'as pas vu cette histoire du chat renard en Corse? Non, pas Moi, je t'invite à aller voir, c'est super mignon. Ça marche. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement, quand tu parles de quelque chose qui est neuf, et en jeu de rôle, on rencontre en réalité très souvent des choses qui sont neuves, ce qui nous arrive très très peu souvent dans notre réalité industrialisée. Tous les objets qui sont entourés autour de nous, ils ont eu un nom avant même d'exister. Tu vois, alors qu'en réalité, dans le jeu de rôle ou dans n'importe quel acte de création, ou quand tu
n'importe quel travail, même philosophique, scientifique, tu vas rencontrer des choses qui n'existaient pas avant. Et donc, tu es obligé de partir du langage pour parler de choses qui, jusque-là, n'existaient pas. Donc, en réalité, oui, il faut parler de maître de jeu, mais chaque jeu doit inventer son maître du jeu. En quelque sorte, oui. C'est-à-dire, moi, je suis complètement d'accord avec cette idée. Hein. Ah ben moi, mais c'est celle que je défends. T'es toujours obligé, en fait, t'es toujours, en quelque sorte, t'es obligé de faire de la poésie, si tu veux. C'est-à-dire au sens où tu tentes de repousser les limites du langage. Mais le problème, c'est que la poésie elle-même, elle commence par des mots qui sont des mots prosaïques. Donc, t'es obligé de commencer par... Le mot veneur existait avant qu'il ne soit employé dans le cadre du roman. La divine rose trémière, le mot divin, le mot rose trémière, les mots rose trémière. Donc en réalité, ce qui est intéressant dans cette problématique-là, c'est la question du langage et de la réification. Ouais, et qui est une problématique, j'aimerais insister là-dessus, qui en fait nous arrive très peu parce qu'on est dans un monde dans lequel tous les objets qui sont autour de nous sont des objets qui ont déjà été nommés, classés, où on a l'impression, mais l'impression extrêmement fausse en réalité, de savoir de quoi il s'agit. Sauf si je suis physicien ou... Fred. Pardon ? Sauf si je suis astrophysicien ou quoi, qu'est-ce ? Pourquoi ? Parce que du coup, je vais te retrouver des objets qui n'ont pas de nom. Et... Oui, tu leur donneras une suite de KGB, oui, bien sûr, c'est exactement pour ça que je te disais que dès que tu es scientifique, mais même en sciences sociales, tu vois, en sciences sociales, tu rencontres tout le temps des phénomènes pour lesquels tu dis, bon, alors, ça ressemble un peu à ça, mais c'est pas exactement ça, tu vois. En sciences sociales, c'est une problématique qui vient tout le temps, tu vois. Est-ce qu'il existe des organisations démocratiques, par exemple, tu vois qu'est-ce que c'est la démocratie ? Comment ça advient à chaque instant ? Tu vois, comment l'organisation... Donc, tu es toujours obligé de partir de mots du départ, que tu sais être des mots qui sont faux, mal définis, et puis tu t'achemines vers une description plus précise de la réalité. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis là... Et donc, excuse-moi, pour terminer, Romaric, pour revenir à ce que tu dis, c'est que ce qu'il faut reprocher, c'est pas tellement l'emploi du terme meneur de jeu, mais c'est d'abandonner trop rapidement la description de ce que tu veux vraiment comme meneur de jeu. Exactement comme la description autour du jeu de rôle. Tu sais, Christophe Buckley... Fatagon. Et après, il vaudrait qu'on n'ait pas une secte, tu vois, c'est pas... Plutôt que d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle dans l'absolu. Au nom du Père, du Saint-Esprit et du Christophe Buckley. Christophe Guillaume Buckley, pardon. Laissez-nous sortir. Donc Christophe Buckley disait au début des jeux de rôle, plutôt que de dire voilà ce que c'est que le jeu de rôle, dire plutôt voilà ce que c'est que mon jeu de rôle. Comment mon jeu fonctionne-t-il ? Quelle est la dynamique sociale ? Et en fait, en réalité, l'explication des règles ou l'explication de ce que c'est qu'un MJ, c'est ça, c'est arriver à définir quelle est ma propre pratique que j'incorpore dans les règles. L'idée qu'on cacherait le MJ derrière un terme, ça suppose que le MJ existe avant le terme qui le définit. Et c'est ça qui me pose problème dans la formulation du podcast. C'est qu'en fait, en réalité, le MJ apparaît de la synthèse des termes qui sont employés. Mais je comprends, Natacha, que c'est pas du tout ton propos et que voilà. Natacha, en fait, le truc, c'est que ça, moi, j'y cherche une spécificité ou j'y cherche une définition ou quelque chose qui les relierait. De la même manière que toi, tu cherches à distinguer ce qui se passe dans une table de jeu de rôle et ce qui se passe dans la tête d'un lecteur qui lit un livre. Tu vois ? C'est-à-dire, en fait, en gros, quel est le plus petit dénominateur commun entre tous ces... Entre toutes les tables de jeu de rôle ou entre toutes les entités qui arrivent avec le livre et qui sont une forme d'autorité, etc. Ouais. Que devient le MJ quand il n'y a plus de livres, quand il n'y a plus de scénario? Que devient le MJ quand il n'y a plus de MJ, quoi? Quand il n'y a plus de joueurs, qu'est-ce qu'on va... Ça, je sais pas. Je saurais pas te donner une réponse à cette question. Que reste-t-il du MJ? Moi-même, j'ai dans l'idée que le mot maître du jeu est inventé, encore une fois, a posteriori, en voyant différents types de façons de maîtriser des parties de jeu de rôle. Et on dit, tiens, à chaque fois, ça maître du jeu. Après, c'est compliqué. Il faut aussi des termes généraux pour parler. Morgane. Moi, je pense que sur ce podcast, je me fais l'avocat du diable aussi. Mais Fabien a raison dans le sens où même un terme général qui, effectivement, peut paraître impropre, flou... en fait, il assure une cohésion sociale. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit « Ah moi, mon maître du jeu », tu sais tout de suite qu'il est rôliste.
c'est-à-dire que a priori vous partagez une culture commune. Peut-être que vos façons de jouer sont pas les mêmes, peut-être que vos pratiques sont pas les mêmes, peut-être que vos les jeux déjà de base. Non mais voilà, ce que j'appelle jeux sont pas les mêmes. Ce que j'appelle pratique, mais effectivement voilà, les jeux sont pas les mêmes, mais il y a quelque chose de l'ordre de OK, tu parles la même langue que moi. Et c'est hyper important ce facteur de cohésion. C'est-à-dire que oui, quand effectivement tu veux t'intéresser à ce que c'est un MJ, ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne peut pas faire, en gros ce qu'il représente, effectivement entre le veneur de hurlements, l'aiguilleur de sens, le gardien des mystères, etc., c'est pas le même job. On leur demande pas de faire la même chose parce qu'effectivement le jeu repose pas sur les. C'est que voilà, chaque réalisateur a sa. Enfin, c'est tous des réalisateurs si on veut, mais ils ont leur petite spécificité quoi. Mais et pourtant on dit des réalisateurs. C'est pas. Et pourtant réaliser un film d'horreur, c'est pas réaliser un film de fantastique, c'est pas faire un blockbuster chez Marvel, c'est pas. Et en même temps, ça permet un langage commun, donc ça permet une cohésion sociale. Ouais. Et donc, en fait, on se reconnaît entre rôlistes. C'est vraiment un langage, quoi. Simplement un langage commun sur lequel on peut discuter et commencer le débat, si je veux dire. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'on se met d'accord pour parler à peu près de la même chose. Alors après, quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'en réalité, on n'avait pas tout à fait. Et ça fait des débats très riches. Mais il y a ce moment où je te reconnais comme mon père. P-A-I-R. Et ça, c'est l'utile. Comme ça, un père. Morgane, je suis ton père. Très bien. Non Je vois bien l'idée. Toujours par paire, ils vont. Mais... D'accord. Enfin, je vois bien l'idée. Donc, il ne s'agit pas uniquement de uniquement de cacher, il s'agit de relier aussi. Oui, bien sûr. Oui. Bah, non, pas une porte d'entrée, un lien. C'est au sens la corde quoi, c'est le ruban qui t'attache à quelqu'un. Le langage il a cette vocation là aussi avant toute chose. Ok, on parle pas, on n'a pas forcément, c'est toujours le problème, c'est qu'on sait pas exactement ce que l'autre met dans le mot, mais au moins comme on emploie le même mot, on est de la même famille. Ça veut dire que tu vois, c'est très intéressant. Alors là, moi j'en tire une espèce de conclusion qui est qu'en fait, en gros, selon le point de vue d'où on parle, c'est-à-dire si on est auteur de jeu et si on est membre de la communauté rôliste, on va pas appeler de la même manière. Parce que l'auteur de jeu, il a intérêt à spécifier justement son jeu, le rôle de son maître du jeu, le rôle de cette fonction-là, tu vois. Alors que les membres d'une communauté, eux, ils ont intérêt justement à parler de toutes ces fonctions, de façon à se reconnaître comme membre de la communauté. Donc en fait, le maître du jeu, c'est un mot qui serait plutôt employé par des joueurs de jeux de rôle, et les mots spécifiques par les maîtres du jeu de ces jeux-là. Tu vois ce que je veux dire ? Qui serait plutôt... En fait, j'aime bien l'idée de ne pas différencier les gens qui ont parfois la posture de maître du jeu des joueurs, parce qu'ils sont joueurs aussi. Donc, à la limite, parler de quelqu'un qui est un auteur, ou pour le coup, qui va assumer une position de maître du jeu. Et du coup, dire, OK, lui, il a besoin de s'appeler le veneur, il a besoin de s'appeler le conteur, parce que ça dit quelque chose de sa position. Mais ils sont aussi membres de la communauté. Donc, dire, OK, le mot spécifique, il est pour les auteurs, et tout le reste, c'est pour les joueurs, c'est pas cool. Non, mais tout ça pour dire que je préfère quand tu parles de membres d'une communauté. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas de dire qu'un mot est réservé à quelqu'un ou à d'autres. Évidemment, tous les mots sont à tout le monde. En fait, ça dépend de l'usage social que t'en fais. Et il ne faut pas les détruire. Ça dépend de l'usage social que t'en fais. Et en fait, on est les premiers à dire ouais, bah moi j'ai écrit un jeu de rôle sans MJ. Tu vois non, mais, parce que voilà, je veux dire, à ce moment-là, je m'en fous que ça s'appelle un alchimiste, un veneur, tout ça. T'imagines si on pouvait pas dire. Et moi, j'ai écrit un jeu de rôle sans compteur, sans gardien, sans manière. Putain, si tu devais, tu vois, c'est un peu. Tu vois ce dont je veux parler. Le temps perdu alors qu'on pourrait écrire. Ça implique qu'il faut connaître, tu connais toute la terminologie. Après, tu peux faire une table périodique des MJ, c'est vachement drôle. Tu vendrais ça une fortune sur Etsy. Ah oui, ça ferait des très beaux posters. Voilà, tu vois, produits dérivés. Mais ça dépend vraiment de l'usage que tu fais du langage, en fait. Et oui, en tant qu'auteur, c'est saoulant. Voilà, parce que tu voulais dire un truc. Et en même temps... Non, attends. Oui, je comprends, je vois ce que tu veux dire. Ça peut être irritant, tu vois, quand tu as choisi un terme, genre dire canevas, c'est comme scénario, ça fera hurler tout le monde, parce que si tu as choisi le terme canevas, c'est pas pour rien, il y a des trous, il y a l'idée de la broderie, il y a l'idée de bon... Donc du coup, tu choisis pas tes mots à tort et à travers. Et puis parfois, tu as juste envie de dire, oui, bon, bah voilà, moi j'ai fait un jeu sans MJ, so what. Après parfois on se trompe, justement.
Par exemple, tu vois, quand on dit c'est un jeu avec un maître du jeu, par exemple, si tu présentes Sens en disant c'est un jeu de rôle classique avec un maître du jeu et des joueurs, ce que je fais tout le temps. En fait, tu es en train d'arnaquer ton auditoire. Oui, mais alors, tu leur dis, mais il n'y a pas de dé, tout le monde fait quoi? Non, c'est pas un jeu de rôle. Comment tu vois le poisson? Non, mais tu vois, je veux dire, c'est clairement, tu es en train de mentir. Oui, puis alors, après, c'est aussi un peu la spécificité de Sens qui joue un peu sur le contrat social. Un peu, mais je pense un peu tous les jeux de rôle, en fait. Il y a pas mal de jeux de rôle comme ça. C'est pas une spécificité de Sens. Non, mais de piéger les joueurs avec un appât un peu qu'ils connaissent. Tu vois, tu commences avec un truc un peu pulp et donc avec un MJ et des joueurs. Tu vois, il y a un... je pense que c'est pas complètement anodin de ta part de le présenter comme ça aussi, si tu veux. Ou alors c'est de la paresse. Non, mais ouais. Non, alors sur les conventions, ça dépend des fois. Morgane a raison de le dire. Je veux dire, c'est pas... Oui, non, mais on va pas de naïf non plus. C'est pas tellement ça. En fait, comme tout le monde me connaît comme étant l'animateur du podcast de la cellule qui présente des jeux dans lesquels c'est le footrack en termes. En gros, on ne présente pas que des jeux classiques. Je me retrouve souvent obligé de dire des choses du genre non, mais rassure-toi, Sens c'est un jeu classique. Tu vois, alors qu'en fait c'est pas, mais tu vois, parce qu'il partage, effectivement, il a un air de famille avec Toulouse. Et surtout Vampire la Mascarade. Oui. Mais voilà. Et là, ça va être mon point FIP, mais parce que j'ai l'impression de me retrouver sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est le point FIP? Le point FIP, c'est ce moment où je vais déblatérer des trucs sur le langage avec une voix posée comme une animatrice de la radio FIP. FIP, d'accord. C'est une radio en fait, FIP. Oui, tout à fait. C'est une radio qui diffuse du jazz et tout ça. Bref. Donc je vais prendre une voix comme ça et. Tu me fais peur là. En fait, il faut pas non plus il faut pas non plus juger les gens sur ce qu'on attend de leur capacité de langage. C'est-à-dire que c'est comme dire à quelqu'un te dit je suis en colère, et tu lui dis non, tu n'es pas en colère, tu es contrarié. Et en fait, tu vois, on n'a pas tous le même bagage de mots pour dire les choses. On n'a pas, ça dépend de l'éducation, ça dépend du milieu social dans lequel tu es, ça dépend de tes habitudes de parole, on n'a pas tous les mêmes mots. Et effectivement, la capacité de nuancer, et c'est assez courant, hein, la capacité de nuancer, de donner des détails, de pouvoir utiliser des mots précis, etc., c'est réservé à certaines classes sociales, à certaines habitudes d'éducation, à certaines tout ça. Et donc, dire à quelqu'un, tu utilises le mot MJ, tu te trompes, en fait, ça s'appelle pas comme ça. Ça peut être perçu comme un jugement de valeur. Parce que, en fait, toi, avec ton bagage de langage, tu appelleras ça un veneur, la narration, peu importe. Et tu as des gens qui pourraient se sentir très attaqués sur le fait qu'on juge leur langage insuffisant pour parler du monde, alors qu'en fait, c'est ce qu'ils ont, tu vois. Et donc, ou insuffisant pour parler d'un jeu en particulier. Ou insuffisant pour parler d'un jeu. J'ai cité Vampire tout à l'heure, mais en fait, je connais très très peu ce jeu-là, et quelqu'un qui me reprendrait en disant ah non, c'est pas un MJ, c'est un compteur. Oui, ça me ferait un peu chier, quoi. Oui, bon, merci, ok, c'est un compteur. Ok, on peut commencer à discuter vraiment. Ça peut être perçu comme une violence symbolique très forte. Parce qu'en fait, quand il te dit MJ, tu vois à peu près de quoi il parle, en réalité. Et donc lui dire « Ah non, mais c'est pas exactement ça. En vrai, ça s'appelle un veneur, d'accord ?» Ça peut être perçu comme extrêmement agressif. Et il faut faire attention à ça aussi, hein. Aux habitudes de langage qui sont les nôtres, à ce qu'elles disent de notre éducation, et elles ne sont pas partagées, pas forcément. Ouais, en l'occurrence, moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit c'est un MJ dans Vampire, je le reprends pas en lui disant ce genre de choses. Par contre, dans un podcast, oui, mais toi, t'es intelligent et on t'aime bien. Non, mais dans un podcast dans lequel l'objectif, c'est justement d'opérer des distinctions et de faire réfléchir les auditeurs, tu vois, la démarche est bien sûr différente. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Non, très bien. On peut s'arrêter là, je pense qu'on a déjà bien... Natacha, est-ce que tu es satisfaite de la discussion? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, ou est-ce que tu gardes une pointe de frustration? Non, c'était c'est pourquoi j'étais venu. Antoine, puisqu'il n'a pas du tout parlé de ce podcast, il nous a écouté religieusement, qu'est-ce que tu penses de ce podcast? Est-ce que tu as des trucs où tu dis il y a ça? Tu es une première auditeur, donc... Ouais, non, je suis très fatigué, c'est pour ça que je réagis pas. J'ai tout écouté sérieusement, religieusement. Moi, je voulais juste rajouter un truc. C'était que j'ai l'impression que les titres de MJ, Veneur, la comtesse, l'aversité,
ne sont pas forcément utilisés par les joueurs. C'est juste pour le lecteur, j'ai l'impression. C'est-à-dire que moi, personne ne m'appelle l'aiguilleur à ma table de sens, personne ne m'appelle l'aversité à ma table de libreté, personne ne m'appelle... Si, tout le monde m'appelle la comtesse, parce que je les force à m'appeler la comtesse. Et tout le monde m'appelle la baisse, je précise. Et tout le monde m'appelle le seigneur, parce que je les reprends en leur parlant... Enfin, oui, mon enfant, appelle-moi mon seigneur. Voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression que le gardien, par exemple, j'ai beaucoup joué à l'appel de Cthulhu. Beaucoup. Ça doit être le jeu de rôle que j'ai le plus joué. Et je pense que même mes joueurs ne savent pas que le MJ s'appelle le gardien. Parce que bon, après, moi, je suis pas au contact de communauté. C'est-à-dire, je dois avoir 10 joueurs de jeux de rôle autour de moi qui jouent pas énormément, mais qui sont très stables, très forts. Et qui peuvent, à mon avis, qui vont tous arriver à la fin de sens. C'est une preuve de stabilité et de force. Courage les gars. Courage. Respect, robustesse, quoi. Encore. Vous allez atteindre le 7e sens. Encore cette année. Encore 7 ans de sens. Bon, et après, ils auront juste 450 podcasts à écouter. Non, mais du coup, j'ai beaucoup de joueurs qui ont beaucoup joué à l'appel de Cthulhu, mais qui n'ont jamais lu l'appel de Cthulhu, et ça les intéresse pas. Ça, je trouve, c'est une remarque qui va vachement dans ton sens, Morgane, quand tu disais... C'est tout à l'heure ce que tu disais. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais rajouter donc, En fait, c'est quelque chose, les termes juste spécifiques, c'est quelque chose qui est propre à ceux qui utilisent le jeu en tant que lecteur et ou écrivent le jeu ou Je comprends la posture d'auteur, c'est très important, et ça peut blesser peut-être même, mais... Je pense que c'est pas voulu, hein. Les gens qui disent MJ, c'est... Ah oui, non, je m'en fous, mais puis, enfin, voilà... Ils s'en foutent tous autour de la table, je crois. Ouais. Que les gens n'appellent pas le meneur de les mecs, tu sais, après, ils ont moi, fait un podcast de 2h30, mais ils s'en foutent. En fait, finalement, on s'en fout. L'idée, c'est de faire réfléchir. Ces podcasts n'ont pas pour but de vous apprendre à parler, ni même de vous dire ce qu'il faut dire. Oui, c'est pas prescriptif, quoi. Voilà, ces podcasts ne sont pas prescriptifs. Ces podcasts ont pour but de vous faire réfléchir sur des préjugés. Mais c'est effectivement un point que tu soulignes qui est très intéressant et qui est très vrai, et qui rejoint le fait que il y a un plaisir à jouer sur les mots, qu'il y a la recherche du langage spécifique, juste etc. Pour finir, moi j'aime beaucoup la comtesse, le seigneur, peut-être l'aiguilleur, tout ça, parce qu'il y a un aspect révélation à la fin. En tant que lecteur, quoi. En tant que joueur. En tant que joueur aussi. Joueur, pas meneur. Hein. Qui fait d'un coup il y a une grosse révélation et ça casse un petit peu la fiction. Ça lie le système de jeu avec les secrets et c'est très intéressant. Ouais, ça j'aime beaucoup ça. Je pense que j'ai jamais joué à Hurlement, mais je pense que dans le veneur, j'espère qu'il y a ça. Pas du tout. Ok. Ça veut dire qu'il y a ça. Ils m'ont à peu près aussi bien que Romaric. Morgane. Tu voulais ajouter quelque chose? Et en fait, je me rends compte en t'entendant parler qu'il y a l'effet inverse. C'est-à-dire que là, on a parlé des termes génériques, mais en réalité, du coup, genre, quand on s'appelle entre veneurs, on se reconnaît, tu vois. Il y a ce côté un peu le titre d'initié, genre... Toi, tu sais aussi, genre entre compteurs et tout, TMTC. TMTC, ça veut dire quoi? Toi-même, tu sais. Ah, excusez-moi. Et c'est vrai que tu viennes enseignant en secondaire. Hein, Romaric débarque en 2019. Bonjour Romaric, il passe comme ça, comme une étoile. Dans le Val. Et il y a ce côté-là aussi. Il y a ce côté, ça fait plaisir de se donner des petits noms, tu vois. Ouais. Genre, toi, t'en es. Toi-même, tu Tac, sais. TMTC. Et c'est vrai que faut pas. C'est plaisant de porter un titre, tu vois. Faut pas. Ça fait plaisir aussi d'être un peu unique, d'être un peu pas comme les autres, d'être un peu une espèce de divine rose trémière au milieu du jardin des pissenlits. Enfin... J'adore ce titre. Je connais pas du tout le jeu, mais j'adore quoi. On va en faire un jeu de rôle, écoute. C'est beau, c'est beau. Alors j'espère que vous aussi, ce podcast et son écoute vous auront fait de vous des divines roses trémières au milieu des pissenlits. Merci Antoine, merci Poussez Natacha. bien. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais ok. Et que ça passe. Merci Frédéric, merci Morgane, merci Pierre. À très bientôt tout le monde, merci Fabien. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, jouez bien, peu importe la façon dont vous en parlez, mais jouez bien. À très bientôt.